Bon début de week-end à vous tous, partout où vous vous trouvez, et merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur nos antennes. Tout de suite, les sommaires. Dépôt ce vendredi 7 mai au bureau de la Chambre basse du Parlement de la proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et l'état d'urgence. À travers cette loi, son auteur met un accent sur les soucis d'encadrer l'état de siège. Arrestation des 8 membres d'un groupe armé prêt à attaquer l'aéroport Mavungu à Beni. Selon le lieutenant Doni, porte-parole de FRDC dans les opérations Sokola 1, ces miliciens travaillent en symbiose avec les groupes armés ADF. Encore une fois de plus, bienvenue. Après celui tenu il y a une semaine à Kinshasa, le deuxième conseil des ministres est intervenu ce vendredi 7 mai 2021 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été question, entre autres, de faire l'état des lieux de l'état de siège proclamé par les chefs de l'État il y a peu. Parlons de cette importante étape qui vient d'être franchie avant le début effectif des travaux de construction du port en eau profonde de Banana à l'embouchure du fleuve Congo dans le Congo central. Un compromis a enfin été trouvé sur certaines clauses et la convention qui lie la République démocratique du Congo au groupe DP World spécialisé dans le commerce international et la construction des terminaux maritimes. Au cours d'une brève cérémonie de ce mercredi 5 mai 2021 à la Cité de l'Union africaine, le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo, pour la partie congolaise, et M. Souhaïl Albana, directeur Afrique du groupe DP World, chargé de construire les nouveaux ports de Banana, ont signé un accord sur la révision de certaines clauses du contrat signé entre les deux parties. Au total, 34 clauses et sous-clauses ont été revues en tenant compte des intérêts de la République démocratique du Congo et des pertinentes orientations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la transparence dans la réalisation de ces projets. Un nouveau contrat revu et corrigé sera signé dans les prochains jours pour permettre le début effectif des travaux du nouveau port de Banana. Signé en mars 2018, la convention sur la construction du port en eau profonde de Banana a expiré le 23 mars 2020 sans le moindre début des travaux. Cet accord a été reconduit pour une durée de 18 mois. Après cette signature, le directeur Afrique du groupe MP World et sa délégation ont rencontré le même mercredi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui faire part de cette avancée. Au sortir de cette audience, M. Souhaïl Albana a fait part de sa satisfaction pour cette nouvelle étape franchie. Les travaux de construction du port de Banana devraient durer 2 ans selon lui. Et le député national Bertin Moubonzi a déposé ce vendredi 7 mai 2021 au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi portant réglementation de l'état des sièges et l'état d'urgence. Suivez ces reportages avec Patrick Polidor Ngaziami. Le député national Bertin Moubonzi Mouromouloumé a déposé ce vendredi 7 mai au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et d'urgence en République démocratique du Congo. Cela en application des dispositions des articles 142 et 144 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. C'est une proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et de l'état d'urgence que je suis venu déposer aujourd'hui, a-t-il déclaré à l'issue du dépôt. C'est une façon pour nous de nous impliquer totalement dans cette initiative du président de la République pour que nous puissions recouvrer la paix dans l'Est de la République. C'est une proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et l'état d'urgence que je suis venu déposer aujourd'hui. C'est une façon pour nous
de nous impliquer totalement dans cette initiative du président de la République pour que nous puissions retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ici, il faudrait mettre un accent sur surtout le souci, à travers cette loi, d'encadrer l'état de siège qui a été proclamé pour l'Ituri et le Nord Kivu. Et donc il faudrait, dans la mesure du possible, que cet état de siège ne puisse pas ouvrir la porte à beaucoup de dérapages. Il est question de faire en sorte que cet état de siège n'ouvre pas la porte à beaucoup de dérapages. Pour le député national, cette proposition de loi était nécessaire étant donné qu'on s'approche de la période préélectorale. Elle a pour mission d'encadrer cette période afin qu'il n'y ait pas de dépassement du délai constitutionnel. Malgré l'état de siège, les élections doivent avoir lieu, a-t-il martelé. On se souvient que le gouvernement a aussi déposé un projet de loi dans le même sens et de l'avis du député national, c'est à la plénière d'en décider ce qu'il ferait des deux initiatives. Et du côté de l'aménagement du territoire, vous devez savoir que le ministre d'État Guy Luando Mboyo a lancé ce jeudi 7 mai 2021 un atelier de 3 jours sur l'état des lieux de son secteur. Suivez. Lancement ce jeudi 6 mai 2021 dans les salons rouges de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa d'un atelier de réflexion de 3 jours sur l'état des lieux du secteur de l'aménagement du territoire par le ministre d'État Guy Luando Mboyo. Dans son mot, l'aménageur national a donné des orientations précises aux participants qui sont appelés à passer au peigne fin tout ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire dans ces secteurs. Donc, je vous associe à cette démarche pour m'aider et m'orienter à prendre de très bonnes décisions qui vont amener notre ministère de l'avant. Ceci étant, je déclare officiellement ouvert l'état des lieux du ministère de l'aménagement du territoire. Et Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les résolutions de ces travaux permettront au ministre d'État Guy Luando Mboyo de finaliser sa feuille de route assortie d'un canevas d'action pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ces secteurs. On va parler justice à présent. Dans les soucis de bien sécuriser les détenus dans tous les milieux carcéraux, la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo, a décidé de confier les travaux de réhabilitation des 3 pavillons de la prison de Makala à la société Congo Immobilier, Comimo en sigle. Cette dernière a signé un contrat avec le gouvernement pour réhabiliter ces pavillons dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. On revient ici sur ce qu'a été la séance de travail entre la ministre d'État, ministre de la Justice et la délégation des Comimo avec Marie-Sylvie et Fortuné Mboula. Les pavillons 3, 4 et 6 de la prison de Makala sont dans un état de délabrement très avancé. Informée de cette situation, la ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde-sceaux, a jugé bon de trouver rapidement une solution afin d'éviter une catastrophe. C'est dans ces cadres que Mme Rose Mutombo, qui avait à ses côtés le vice-ministre, a échangé en son cabinet de travail avec le responsable de la société Congo Immobilier Konimo. Cette dernière a signé un contrat avec le gouvernement pour réhabiliter 8 pavillons dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. À ces jours, 6 pavillons ont été déjà requinqués. Concernant le projet d'extension de la prison de Makala, la ministre d'État Rose Mutombo a fait savoir qu'il y a possibilité d'avoir d'autres sites pour construire une nouvelle prison pour permettre aux détenus de vivre dans les bonnes conditions. Rappelons que dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État, le gouvernement congolais avait signé 2 contrats avec Konimo et une société chinoise. Malheureusement, l'entreprise chinoise n'a pas pu commencer les travaux faute de moyens, tandis que Konimo a l'expertise et préfinance les travaux. C'est ainsi qu'elle avait signé un double contrat avec le gouvernement, celui de la réhabilitation et de l'extension de ces lieux carcérales pour éviter la promiscuité dans laquelle vivent les détenus, car la capacité d'accueil n'y répond plus. Dans le même registre sur l'arrestation, nous vous proposons à présent les reportages sur les miliciens arrêtés qui étaient prêts à attaquer l'aéroport Mavungu de Beni. Suivez. Ce groupe armé préparerait une attaque à l'aéroport de Beni-Mavivi et dans d'autres points stratégiques de la ville. Ces informations sont venues d'un éclaireur de ce groupe armé capturé à l'aéroport par les militaires FARDC.
Il a dévoilé ses pères arrêtés dans leur état-major basé au quartier Mukulia, de la commune de Bungulu. 8 membres de ce groupe armé dirigé par Kakule David, qui est aussi aux arrêts, ont été présentés avec leurs fétiches au Centre pour la coordination des opérations CCO Béni. Lieutenant Doni Maloucha et porte-parole des FARDC dans les opérations Soukoula 1 explique les circonstances de leur arrestation. Ce groupe Maïmaï, Union fait la force. À chaque fois, ils se rencontrent et ils planifient comment déstabiliser la ville de Béni, comment attaquer les points stratégiques de la ville de Béni. Entre autres, s'attaquer à l'aéroport de Mavivi. Et vous êtes sans ignorer que l'aéroport constitue les poumons même de notre ville sur le plan commercial et touristique. Pour aller avoir les renseignements et prendre des dispositions au niveau de l'aéroport et d'autres points stratégiques qu'ils planifiaient pour attaquer. Ils ont envoyé parmi ces deux agents de renseignement. Lui a été interpellé par nos militaires après interrogatoire et il a avoué, il nous a promis de nous amener à l'état-major et démanteler tous ces réseaux. L'armée estime que ces jeunes travailleraient à connivence avec le groupe armé ADEF. Le porte-parole réitère la détermination des FARDC pour détecter les collaborateurs de ces groupes armés pour éradiquer l'insécurité. Certainement, ils doivent être en coopération, de travailler en symbiose avec les ADF. Ils sont arrêtés aujourd'hui même. Nous sommes juste au début. Nous venons de démanteler ces réseaux. Malheureusement, il n'y a pas un étranger parmi eux. Ce sont les Congolais qui veulent détruire leur propre pays. Mais il y a une main noire qui est derrière ces mouvements et nous allons les détecter. Ces 8 jeunes restent entre les mains des services de renseignement militaires pour la poursuite des enquêtes. Parlons de l'insécurité à Lubumbashi. Une bande de jeunes est tombée entre les mains des services de sécurité à Lubumbashi. Ces jeunes étaient surpris en train de tamiser environ 500 sacs de farine avariée afin de la revendre par la suite aux Louchois. Contacté, la responsable de la coopérative d'agriculture, Copagel, a appelé l'Assemblée provinciale à interpeller et sanctionner les services étatiques commis à la frontière de Kasumbalesa. On fait le point avec notre correspondant sur place, Junior Kanik. Ils sont jusqu'ici 4 à tomber dans les mains des services de sécurité. Ces jeunes, tous congolais aux allures d'Enagno, ont pris l'habitude d'étamiser la farine de maïs avariée en provenance de l'Afrique du Sud pour la revendre par la suite aux Louchois. Cette scène se déroule au quartier industriel dans la commune Lubumbashi. Nous avons l'habitude d'enlever les insectes de la farine avant la vente. Pour cette énième crime scène, environ 500 sacs de farine de maïs sont pris à la vente, alors que nuisibles à la santé, chose que déplore la responsable de la coopérative agricole, Copagel. C'est une situation que nous sommes en train de déplorer. C'est un crime économique. C'est une interpellation encore aux autorités universitaires, politiques et nous les agriculteurs que nous sommes. Nous devons se mettre ensemble pour produire nos semences propres à nous. Si la zone libre d'échange, réellement ça sera effective, qu'est-ce que nous on va donner aux gens? Même à manger on doit nous apporter. Ça doit quand même nous interpeller. Lydia Nabami incrimine pour sa part les services étatiques commis à la frontière de Kasumbalesa et appelle à l'implication des autorités. Je demande que Baba et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, puissent s'impliquer, que cette enquête ne soit pas étouffée. Nous voulons vraiment une enquête claire qui nous explique et on veut vraiment qu'on puisse nous montrer la chaîne de l'Afrique du Sud jusqu'ici à Lubumbashi. Et nous demandons qu'on puisse organiser un procès public. Le procès public où on va interpeller tout le monde, les services impliqués, les concernés de la marchandise. Entre-temps, ces jeunes sont conduits devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Changeons de chapitre pour parler sport à présent. Leader provisoire au classement partiel de la 26e édition de la Ligue nationale de football, l'association sportive Veclev va rencontrer ce dimanche 9 mai 2021 les Daring Club Motema Pembe. Quelles sont alors les chances de ces deux grands clubs de la capitale Kinshasa? Tentative de réponse avec Patrick Borel Mukendi.
À l'image de Fiston Mayele, joueur qui a stoppé l'appétit de la Renaissance du Congo, V-Club veut prendre un temps d'avance sur ses concurrents directs. Mazembe de Lubumbashi et Maniema Union de Kindu, 53 points pour 24 sorties. Le sprint final est lancé et une fois ne pas coutume. Vita Club croise cette fois-ci son éternel rival d'un Clermont Pembe qui est en plein regret et nage hors du top 5, donc out pour les 3 précieuses places des interclubs. Le Véclubien affiche une détermination inédite depuis les débuts de cette phase retour. Un état d'esprit sur lequel les hommes de Florent Ibenge Ikwangé souhaitent continuer à s'appuyer. Le retour de Toulengue, Mayamba et Djouma pèsera beaucoup. Daring, en ballottage défavorable, écarté à la course, veut répondre présent dans ces matchs après sa défaite inqualifiable face aux Oranges. L'invincibilité brisée. Desampé sans son buteur. Tarkabangu, sans son entraîneur Isaac Ngata qui a démissionné, va devoir encore hisser son niveau de jeu s'il veut avoir la moindre chance d'inquiéter les Moscovites. Les Immaculés peuvent sauver leur saison en dents des scies dans ces derbys d'honneur. Les Dauphins Noirs de V-Club, de leur côté, tenteront de capitaliser les 3 points de ces dimanches pour tourner leurs armes la semaine prochaine vers le Lubumbashi, l'unique province qui pourrait déranger les titres s'il y a de mauvais résultats. Les gardiens camerounais de V-Club, Omosola et ses amis sont donc prévenus pour ces périples dans l'ex-Grand Katanga. Du 26 avril au 1er mai 2021, un stage de renforcement des capacités des arbitres a été organisé à Kinshasa. Durant quelques jours, les hommes en noir de la RDC ont eu vent de plusieurs modifications des règles du foot. La cérémonie des remises des brevets de participation a eu lieu le mercredi 5 mai 2021 au siège de la FECOFA où on retrouve Papi Katassi et Rigo Moulopo. Dans le souci de renforcer davantage les capacités et aptitudes physiques des arbitres de football, la Fédération congolaise de football association, via sa commission des arbitres, a organisé une formation basée sur plusieurs notions, notamment le traditionnel test Cooper, afin d'évaluer la capacité des directeurs de jeu à gérer une rencontre de football. La partie pratique était combinée avec la théorie dispensée par ceux que la RDC dispose comme formateurs de qualité. Lors de cette formation de remise à niveau, les arbitres venus de plusieurs provinces de la RDC ont eu vent de nouvelles modifications édictées par l'International Board, clôturant ces séminaires le mercredi 5 mai 2021 dans la salle de conférence au sein de la FECOFA. Consort Marie Selemani, président de l'institution fêtière du football en RD Congo, a dans un échange pédagogique rappelé aux arbitres, surtout les jeunes arbitres, les soucis de la FECOFA de les voir éclore, tout en insistant sur les valeurs morales et éthiques de l'homme en noir dans l'optique d'un réel changement dans l'exercice de son métier. Un arbitre doit viser haut. Un arbitre doit exceller. C'est pour cela qu'on a demandé d'agir à partir d'une certaine jeunesse. De la base, recevoir déjà. Toujours fidèle à son credo sur la formation, pilier du changement de notre football, la FECOFA poursuit via ses commissions spécialisées le travail de formation des différents intervenants dans le monde du football. L'objectif visé est de se mettre au pas de nouvelles modifications dans le monde du football. Et l'actualité africaine en bref et en image avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. L'Union africaine salue la position américaine pour une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. En effet, Washington a annoncé mercredi soutenir la levée des protections de propriété intellectuelle sur ces vaccins afin d'en accélérer la production et la distribution. Au Tchad, le ministre de la Défense a affirmé jeudi que les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde sont en débandade et que les autorités ne vont pas dialoguer avec les terroristes. Basé depuis sa création en 2016 dans le sud de la Libye, le FARC a lancé le 11 avril une offensive en direction de la capitale N'Djamena. En RDC, Zoé Kabila, gouverneur de la province du Tanganyika et jeune frère de l'ex-président Joseph Kabila, a été destitué. Dans leur motion, les 13 députés provinciaux signataires lui reprochent la mauvaise gestion de la province, le manque de respect à l'Assemblée provinciale ainsi qu'aux autorités nationales. En Éthiopie, le Parlement a avalisé une décision récente du Conseil des ministres de classer comme organisation terroriste le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Cette résolution, qui concerne également l'armée de libération Oromo, éloigne un peu plus la perspective de pourparlers de paix au Tigré où se déroule une opération militaire depuis 6 mois. Suivant à présent les condensés de l'actualité en dehors de nos frontières, James Katambwa l'a sélectionné pour vous.
Un morceau de fusée chinoise va-t-il nous tomber sur la tête? Certains s'inquiètent car la Chine a perdu le contrôle d'une partie d'un lanceur spatial. Les débris que certains ont pu apercevoir sont de taille importante. Actuellement en orbite, ils perdent de l'altitude et devraient rentrer dans l'atmosphère terrestre ce week-end. La Chine juge extrêmement faible la probabilité de dégâts. Les États-Unis, eux, disent suivre la situation de près. Nous n'avons pas de plan pour abattre la fusée, a dit le secrétaire américain à la Défense. Nous espérons qu'elle atterrira dans un endroit où elle ne fera de mal à personne, dans l'océan ou un endroit comme ça. La trajectoire des débris est scrutée, mais il est impossible de prédire leur point d'entrée dans l'atmosphère et encore moins la zone exacte de l'impact. La majorité des composants seront brûlés et détruits lors de la rentrée dans l'atmosphère, a rassuré un porte-parole de la diplomatie chinoise. Pékin a mis en orbite la semaine dernière le premier élément de sa future station spatiale grâce à une fusée longue marche. C'est le corps de ce lanceur qui s'apprête à revenir sur Terre de manière incontrôlée. Si le risque zéro n'existe pas, les experts rappellent que seule une faible partie de la surface de la planète est habitée. Des centres commerciaux aux restaurants, la vaccination contre le Covid-19 est désormais pratiquée un peu partout en Serbie. Les candidats au vaccin apparaissent de plus en plus nombreux. Il faut dire que les autorités serbes verseront 25 € à toute personne qui se fera vacciner d'ici fin mai. Une initiative destinée à récompenser les gens qui ont fait preuve de responsabilité, a expliqué le président serbe, qui semble avoir fait mouche. Pendant un moment, j'ai réfléchi pour savoir si je devais me faire vacciner ou non. J'étais sur le point de le faire et peut-être que ces 25 € ont fini par me motiver à venir. C'est un beau geste de la part de notre président. Mais tous les Serbes ne sont pas de cet avis. Beaucoup critiquent l'initiative de leur président et reprochent à ce dernier de gaspiller l'argent du contribuable. Cette aide gouvernementale est donc plutôt vue par certains comme une mauvaise mesure économique, mais aussi sociale. Je pense que c'est vraiment bête. Un geste stupide pour une masse de gens stupides. Ceux qui voulaient se faire vacciner l'ont déjà fait. Cette action ne fait que renforcer la discrimination. Peut-être qu'ils vont aussi nous coller des étiquettes ? Il y a donc ceux qui ne se feront pas vacciner malgré les 25 € à la clé. Et ceux-là, le président serbe l'a affirmé aussi, ne pourront pas compter sur un congé maladie s'ils attrapent le coronavirus. Et si vous n'avez peut-être pas eu le temps de feuilleter les journaux parus ce vendredi dans la capitale Kinshasa, sentez-vous à l'aise, quelqu'un l'a fait pour vous. Patrick Polidon-Gazia vous propose la revue de presse. L'état de siège décrété par le président de la République est entré en vigueur hier, jeudi 6 mai, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est la grande nouvelle que l'opinion doit retenir de l'actualité présentée par les journaux dans leur livraison de ce vendredi 7 mai 2021. Pendant 30 jours, écrit la tempête des tropiques, ces deux provinces seront dirigées par des gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers. Un remplacement bien accepté par les autorités civiles selon le quotidien, mais aussi par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui renseigne l'avenir. Dans un communiqué de presse daté du 5 mai dernier, a lancé un appel à tous les pays amis et frères de la République démocratique du Congo afin de soutenir l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et ce, par des actions concrètes. Une façon pour lui de mobiliser pour cette décision du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui, selon l'agence congolaise de presse, a été assuré du soutien de la communauté internationale durant son mandat à la présidence de l'Union africaine par les ambassadeurs des États-Unis à l'Union africaine et en RDC qu'il a reçu en audience hier 6 mai dans son cabinet à la Cité de l'Union africaine. L'actualité en deuxième position, c'est la destitution du gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila. La Prospérité parle de la motion coupe-gorge, la motion de censure contre le gouvernement de la dite province pour notamment manque de leadership et pour incompétence de son chef, à savoir Zoé Kabila. Pour le quotidien, la chute du gouverneur du Tanganyika révèle un pan entier du dessous des cartes de la stratégie du déboulonnage de l'ancien système.
Pour le Gotha politique RD congolais, renseigne Africa News, il s'agit là d'une violation de la loi et des principes de l'état de droit. Il exprime son indignation face à cette destitution qu'il qualifie de honteux. Zoé Kabila a donc été destitué sans avoir été entendu car il se trouvait à Kinshasa. Il s'agit de l'empiètement du principe qui veut que nul ne peut être condamné sans avoir usé de son droit de défense. Au total, renseigne Congo Nouveau, qui s'est aussi intéressé au dossier, 13 députés provinciaux sur les 23 présents à la plénière ont voté la motion de censure déposée contre le gouverneur Zoé Kabila et son gouvernement. Illégalité pour le cadre du FCC Félix Kabange qui estime que le gouverneur du Tanganyika doit être réhabilité. Selon lui, écrit l'écrit hebdomadaire, les députés FCC étaient interdits d'accès à la plénière. La déchéance de Zoé Kabila est donc illégale. Mais au finish, à qui profitent les destitutions en cascade dans les provinces, s'interroge la référence plus. La question vaut son pesant d'or, estime le journal, qui cite un proverbe africain qui dit « Quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent ». Et à propos, Forum des As révèle que 26 000 $ américains ont suffi pour avoir la tête de Zoé. D'après un document confidentiel partagé par la sénatrice Francine Mouyumba, les 13 députés sur 25 qui ont voté pour la déchéance du frère cadet de Joseph Kabila ont reçu chacun 2 000 $ de la part des hauts cadres de l'Union sacrée de la nation au Tanganyika. De l'argent qui serait sorti du trésor public. Enfin, alors que le lauréat annonce l'ouverture prochaine d'un dossier judiciaire contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur l'affaire Boukangalonzo, le journal, lui, se penche sur le rapport du groupe d'études sur le Congo, GEC, basé à New York, publié le 5 mai dernier sur la gestion opaque des recettes du GOPAS, instauré depuis 2009. Un rapport qui enfonce la régie des voies aériennes en démontrant, noir sur blanc, que plusieurs centaines de millions de dollars récoltés depuis 12 ans auraient pris des destinations inconnues à travers de faux placements et de mauvais investissements. Bonsoir. C'est la fin de cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous. Mais avant de nous quitter, prenez les principales articulations à retenir. Dépôt ce vendredi 7 mai au bureau de la Chambre basse du Parlement de la proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et l'état d'urgence. À travers cette loi, son auteur met un accent sur les soucis d'encadrer l'état de siège. Arrestation des 8 membres d'un groupe armé prêt à attaquer l'aéroport Mavungu à Beni. Selon le lieutenant Doni, porte-parole de FRDC dans les opérations Sokola 1, ces miliciens travaillent en symbiose avec les groupes armés ADF. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Une fois de plus, bon début de week-end chez vous.